Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois, en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins. Tels sont les premiers mots qui ouvrent le préambule de la Charte des Nations Unies, charte bafouée par l'un de ses représentants les plus éminents, membre permanent du Conseil de sécurité, je veux nommer la Fédération de Russie. Comme beaucoup d'entre vous dans cette Assemblée, ma génération s'est accrochée à l'espoir que le continent européen ne connaîtrait plus jamais la guerre, pour elle-même et pour les générations qui lui succéderaient. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, nous avait prévenu, je le cite, « La paix est un rêve suspendu ». Les circonstances sont graves, elles appellent de notre part à tous du sang-froid, de la retenue, de l'humilité, mais aussi du respect et de l'admiration à l'égard des Ukrainiens et de leur président Volodymyr Zelensky qui se battent courageusement pour défendre leur pays face à une nation cousine devenue agresseur, envahisseur et maintenant bourreau. L'Ukraine est un pays ami de la France. Nous y avons, nous y avions une belle communauté, des entreprises, une magnifique école, l'école Anne de Kiev, des alliances françaises dynamiques, mais aussi une ambassade très efficace. Et je tiens à saluer chaleureusement, et je crois pouvoir associer l'ensemble de la représentation nationale, notre ambassadeur Étienne de Poncin, ainsi que son équipe, nos agents, qui tous ensemble réalisent, merci pour eux, un travail admirable pour informer et soutenir nos ressortissants sur place. Je salue leur courage exceptionnel alors qu'ils travaillent dans des conditions éprouvantes, toujours en route vers Lviv. Chers collègues, n'ayons plus jamais la main qui tremble lorsque nous voterons les budgets du ministère des Affaires étrangères. Nos diplomates font honneur à nos valeurs. Et aujourd'hui à Lviv, ils sont au plus près de nos compatriotes et de nos amis ukrainiens dans cette épreuve. J'ai une pensée fraternelle pour nos collègues parlementaires ukrainiens. Cette nouvelle génération élue en 2019, beaucoup de jeunes, de femmes, brillants, polyglottes, épris d'Europe. Je les rencontrais encore en juillet dernier à Kiev. Certains sont aujourd'hui les armes à la main pour défendre leurs parents, leurs enfants, leur terre, leur culture, leur patrie, prêts à l'ultime sacrifice. Nous ne les oublions pas. Je veux aussi avoir une pensée chaleureuse pour les Français de Russie et du Bélarus. Ce drame et les nécessaires sanctions qui ont été décidées auront un effet irrémédiable sur le cours de leur vie. Et je veux les assurer du plein soutien de la France, en commençant par nous tous ici réunis. Nous ne les oublions pas. Je salue tous ceux qui, au-delà des frontières ukrainiennes, n'ont pas hésité à manifester publiquement leur désapprobation, leur incompréhension, leur colère, et notamment des sportifs, artistes, universitaires, des citoyens russes et bélarusses qui, en dépit de la désinformation menée par leurs États respectifs, risquent leur liberté aujourd'hui pour dénoncer une guerre dont ils ne veulent pas. Nous ne les oublions pas. Je voudrais revenir sur l'absurdité de ce conflit qui repose sur un mensonge. La situation a basculé lorsque, le 17 décembre dernier, les autorités russes dévoilaient 2 propositions de traité à destination des États-Unis et de l'OTAN. Mais ce n'était pas avec l'intention de négocier une nouvelle architecture de sécurité en Europe, car on ne mobilise pas la moitié de son armée le long de sa frontière de son voisin pour discuter de sécurité ou de paix. C'était un leurre, un chantage, un ultimatum qui nous était présenté. Les termes en étaient les suivants. L'OTAN devait s'engager à cesser tout élargissement à l'Est. Les membres de l'OTAN devaient retirer leurs forces des territoires qui les ont rejoints depuis 1997. Et les membres de l'OTAN devaient s'engager à ne pas déployer de forces sur le sol d'États non membres de l'Alliance, frontaliers de la Russie, ce qui comprend évidemment l'Ukraine. En clair, il nous était demandé de délaisser l'Europe orientale et qu'importe après tous les Ukrainiens, les Estoniens, les Lituaniens, les Moldaves, les Roumains, les Géorgiens et tous les autres, qu'importe ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, qu'importe leurs craintes et leurs aspirations, rien de tout cela n'avait d'importance pour le président Poutine. Ces termes étaient évidemment inacceptables. Dans ce contexte si difficile, notre président de la République, Emmanuel Macron, en coordination avec les dirigeants européens et américains, s'est engagé sans relâche, dans un dialogue exigeant avec le président Poutine. Un dialogue que le président de la République continue de mener aujourd'hui même, envers et contre tout,
à la demande du président Zelensky lui-même et en accord avec le président Poutine qui considère le président Macron comme un interlocuteur de qualité. Un dialogue et une confiance de l'Ukraine et une attention, je ne pourrais pas parler de respect, de la part de la Fédération de Russie qui honore la France. Tout doit être tenté pour une désescalade, tout doit être tenté pour trouver une solution diplomatique, tout doit être tenté pour obtenir l'apaisement et éviter un bain de sang, car c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Hélas, reniant une fois de plus sa propre parole, le président russe choisissait le jeudi 24 février au matin de frapper l'Ukraine pour y semer la mort, affublant ce pays, géographiquement européen, de qualificatifs qui sont une négation, un projet d'effacement de ce pays libre, indépendant et souverain, cette démocratie qu'il exècre tant. Car ne nous trompons pas, mes chers collègues, le point de départ de cette situation n'a jamais été une supposée extension agressive de l'OTAN qui chercherait à encercler la Russie, comme le répète à l'envi le président Poutine et ses aficionados ici même en France et peut-être même ici sur nos rangs. Ah oui. D'abord parce que l'OTAN est une alliance défensive et non pas agressive. Elle n'est pas intervenue en Géorgie en 2008, ni en Syrie en 2013, ni en Ukraine en 2014. Elle n'intervient pas dans ce conflit. Et elle n'interviendra pas. Ensuite, parce que la prise de décision au sein de l'Alliance se fait à l'unanimité. Or, sur ce sujet précis d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, les priorités entre ses membres étaient très divergentes. Enfin, parce que la Russie n'est plus la priorité des États-Unis, qui souhaitent s'investir davantage dans l'Indo-Pacifique. Le point de départ de cette tragédie n'a jamais été l'OTAN. Le point de départ, c'est un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne en 2013 que le peuple ukrainien voulait, jetant dehors leur président pro-russe Viktor Yanukovych et provoquant la colère de Moscou qui, en représailles, avait annexé la Crimée et soutenu 2 républiques séparatistes dans le Donbass. La guerre a eu lieu parce que le Kremlin ne supporte pas l'idée de voir l'Ukraine se libérer de son emprise, de voir l'Ukraine lui préférer l'Union européenne. La guerre a eu lieu parce que les Ukrainiens, comme les Estoniens, les Lettons, les Lituaniens, les Moldaves, les Roumains, les Polonais et tant d'autres peuples qui ont vécu sous la bannière de l'Union soviétique ne font pas confiance à la Russie et ont cherché à s'en protéger. La guerre a eu lieu parce que les Ukrainiens aspirent à la démocratie et à la liberté et parce qu'à leur suite, eh oui, les Russes et les Bélarusses auraient peut-être été tentés de se poser la question « Pourquoi pas nous ?» Aujourd'hui, le président Poutine a perdu la guerre, celle qu'il mène depuis 20 ans. Une guerre d'influence, une guerre de désinformation, une guerre de déstabilisation qui cherche à saper les fondamentaux de nos démocraties, à nous diviser. Les conséquences de cette débâcle se font d'ores et déjà sentir en Europe. L'OTAN vient aujourd'hui de retrouver un nouveau souffle en renouant avec sa raison d'être. L'Union européenne a montré que face à l'adversité, elle sait se montrer unie, solidaire, politique, qu'elle sait agir vite et frapper fort. Le président de la République l'avait d'ailleurs rappelé dans son message au Parlement la semaine dernière, je le cite, « Notre Europe n'est pas une union de consommateurs, mais bien ce projet politique de citoyens attachés à des valeurs et à des principes communs. » Certains Européens, aussi l'Allemagne en tête, étaient réticents à l'idée d'une Europe de la défense. Ce retour brutal du tragique a véritablement changé la donne. Mes chers collègues, la démocratie et la paix ne se défendront pas toutes seules. Et les récents événements qui frappent notre continent le démontrent. Nous ne pourrons pas les défendre seuls, mais ensemble, en Européens, nous pouvons faire face aux défis du XXIe siècle. Ensemble, nous pouvons assurer un avenir meilleur aux générations futures. Ensemble, nous pouvons faire résonner le nom de cet idéal qui nous unit et nous rassemble, la liberté. Ensemble, nous devons plus que jamais faire nôtre ces mots de Robert Schuman, un des pères fondateurs de notre Europe, et je le cite, « La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. » Vive l'Ukraine libre, vive la République et vive la France.